Dans l'épisode précédent du podcast Tête chercheuse de l'Institut Curie, Stéphanie Descroix m'a expliqué ce qu'était la microfluidique. J'ai compris que c'était une science des écoulements et que cela ressemblait à de la microplomberie. J'ai aussi compris que c'est grâce à la microfluidique que Stéphanie Descroix et son équipe fabriquent des organes et des tumeurs sur puce. Cette nouvelle technologie pourrait révolutionner les traitements contre les cancers. En fait, la puce, c'est l'architecture. Exactement. La puce, c'est l'architecture et dans laquelle, avec la microfluidique, vous faites rentrer les cellules. Mais c'est l'architecture. C'est l'architecture, exactement. C'est le contenant. Et le contenu, c'est les cellules et le gel et l'oxygène et les molécules qu'on veut bien y mettre. On continue la visite du laboratoire de Stéphanie Descroix. Allez, on va voir des puces. Je voudrais voir des puces. Donc là, vous êtes dans le vendredi, c'est le jour du ménage. Dans le couloir, il y a un gros tas de poubelles et de cartons. Ah oui, j'avais pas vu. Qui va disparaître dans les quelques heures qui viennent. Mais alors, attendez, je vous montre tout le labo. Mais ce qui me fait rire, c'est toutes les blouses blanches accrochées avec les noms. Bah oui. Juliette, Jessica, Paulina, Claire, Giacomo. Voilà. En fait, pour rentrer dans les labos, normalement, là, on met la blouse, nous aussi. Dans les labos, chacun a sa blouse, donc chacun a sa petite blouse avec son nom. Donc c'est un peu comme les écoles maternelles, effectivement, avec tous les manteaux qu'on voit à l'entrée. Donc, bonjour mesdames. Donc là, on est en phase de fabrication de puces chez ces deux dames. Alors ça, c'est une étape dont j'ai pas parlé, c'est un peu bruyant. Le chocolatier, quand il fait ses œufs en chocolat, ce qu'il déteste le plus, c'est qu'il y ait une bulle qui vienne se mettre sur sa jolie structure. Et maintenant, on a exactement la même chose. Donc pour le matériau qu'on utilise, on vient le dégazer, on le met dans une cloche qui va aspirer les gaz pour éviter qu'il y ait des bulles qui viennent se mettre dans nos structures. Voilà. Et ça, l'autre étape qu'on voit là, c'est ces jeunes filles devant cette machine qui s'appelle un plasma. C'est pour le collage, c'est-à-dire là où je vous disais le chocolatier il fait fondre son chocolat et il colle les deux parties. Là, c'est une méthode chimique par plasma. On voit peut-être une couleur rose parfois. Non, on voit rien. On voit rien. On voit rien. On voit une étudiante qui est en train de former une autre étudiante. Je vous présente Ségolène, mais par contre je ne connais pas cette jeune fille. Idaya. Enchantée. Avec Koyo, je travaille avec Koyo. Ok, super. Ah bah d'accord, super. Enchantée. C'est tes puces, ouais. Ça, c'est les puces de Ségolène. Donc Ségolène, elle fait des puces de tumeurs. Donc elle reproduit des tumeurs, mais elle s'intéresse à une particularité des tumeurs qui est la vascularisation. Les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur des puces. Pourquoi ? Parce que dans les tumeurs, les vaisseaux sanguins sont un peu différents. Et en plus, c'est par eux que vont pouvoir arriver les cellules immunitaires et les médicaments. Donc elle travaille avec un système, c'est assez rigolo si vous voyez... Pour faire des vaisseaux sanguins, alors ça je fais encore un autre... on utilise des seringues d'acupuncture. Ouais, c'est la même chose que pour les reins. C'est-à-dire que... bon là on prend la jelly. Vous savez les trucs qu'on mange flasque là, pas bon. Et ben avant de mettre de la gélatine et que ça se gélifie, on vient positionner une aiguille d'acupuncture, ça gélifie, ensuite on retire et comme ça on forme un tube creux. Et ce tube creux peut mimer. Ensuite on vient mettre des cellules endothéliales, celles qui vont former les vaisseaux sanguins. Et comme ça, on recrée la géométrie du vaisseau sanguin. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que là j'ai des aiguilles d'acupuncture. Sinon, on ne fait pas d'acupuncture discrètement dans le labo. Voilà, alors je vais vous montrer des puces. Voilà. Ça, c'est deux aiguilles, c'est des aiguilles magnétiques. Parce qu'on a un projet où on fait un muscle magnétique. Ça, c'est avec ma collègue Claire Willem et c'est drivé par Claire. En fait, on met des cellules musculaires en présence de toutes petites particules magnétiques, des nanoparticules magnétiques. Elles vont les manger et les cellules elles-mêmes vont devenir magnétiques. Non, mais moi, je regarde. En fait, je vous écoute plus. C'est le bordel. Il y en a partout, des boîtes de pétri, des éprouvettes, il y en a absolument partout. Ouais, c'est un peu, on fait en général le ménage de printemps, mais on l'a pas encore fait. Ça, par exemple, c'est un moule d'une puce. Donc là, le moule, il est fait en impression 3D. Et vous voyez, il y a la puce à l'intérieur, il suffirait de la démouler. Mais si on peut le faire. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le démoulage de la puce. D'accord. Donc c'est vraiment comme le chocolat, comme le gâteau. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est d'autres moules. Donc ça, c'est des moules plus fins. En fait, qui sont faits sur ce qu'on appelle des galettes de silicium. Donc c'est des plaques. Et là, vous voyez les structures, ça c'est pour faire le rein. Donc c'est un peu particulier, c'est très petit, on voit
On voit qu'il y a enfin, vous voyez, Oui, je vois. on voit des structures, mais on n'est pas capable de bien les définir. Et en fait, pour faire ces moules-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient étaler, comme avec un tourniquet, on vient étaler ce qu'on appelle une résine. Et après, on vient, à travers un masque, comme ceux qu'on met là, mais ils sont tout petits, illuminer, et la résine vient se durcir quand on l'illumine. Et ensuite, on retire ce qui n'a pas été... Ça me fait un peu penser quand même au laboratoire de Géo Trouve Tout, parce que là, il y a des choses jaunes. Là, c'est jaune, ça a l'air gélatineux et jaune. Ouais. Il y a des choses dorées. Ça, c'est un moule, et ce moule-là, lui, il est fait en laiton. Et c'est pour l'intestin. Ça, Pour faire une puce d'intestin. Ouais, ça, c'est pour faire la puce d'intestin. Et ça, c'est quoi, là, ça en aussi, jaune? Alors ça, c'est du scotch. C'est pour contenir le matériau qu'on met tout autour. D'accord. C'est comme si vous mettiez du papier alu pour faire votre gâteau. Moi, on a un concours de gâteau à 5h. Moi, par exemple, j'ai fait ça hier soir. J'ai mis du papier alu pour bien faire la forme de mon gâteau. Mais en fait, si je comprends bien, là, je suis dans le laboratoire de fabrication des puces. Fabrication, et après, il y a beaucoup de microscopie. Donc, en fait, on peut regarder... Donc, en fait, après, une fois que les puces, elles sont là, on utilise beaucoup de microscopie. Donc, ça, c'est plutôt le côté goutte. Je vous montrerai quand même une vidéo de goutte parce que c'est marrant. D'accord. Et ça, par exemple... Donc il y a deux parties dans ce labo. Il y a une partie avec les paillasses où on fait les puces et une autre partie avec des rideaux noirs. En fait, la pièce est séparée en deux par des rideaux noirs. Et de l'autre côté, il y a toute la microscopie. Voilà, par exemple, ça, c'est un microscope qui n'est pas incroyable, mais ce qu'il a, c'est qu'on a mis tout autour ce qu'on appelle un environnement qui permet de contrôler l'oxygène, le CO2, la température et l'humidité pour pouvoir faire pousser des cellules. Et à l'intérieur, il y a un petit truc que j'aime bien. Ça, c'est une machine qu'on a développée justement en collaboration avec une société française qui s'appelle Fluidgent, qui est une machine qui permet de contrôler l'oxygène dans les tumeurs. Donc en fait, on a eu une thèse qui s'appelle les thèses CIFRE, c'est des thèses entre des industriels et des académiques. Avec nous, l'idée, la question biologique, d'essayer de mieux comprendre le rôle de l'oxygène dans la réponse au traitement et notamment dans l'acquisition de certaines résistances aux chimiothérapies. Mais pour faire ça, avant de pouvoir aller poser des questions biologiques, il faut faire du développement technologique. Et donc on avait une étudiante incroyable qui s'appelait Charlotte Bouquerel, qui a développé cette machine, qui a le doux nom d'Oxalis, vous savez, comme la jolie plante violette, qui permet à l'intérieur de nos puces, donc là on a une puce, mais je ne vais pas trop la bouger, on a une puce et on peut contrôler l'oxygène et après le mettre là dans le microscope pour regarder directement ce qui se passe quand on contrôle l'oxygène. Ça fait un peu science-fiction quand même. Enfin, il y a un côté qui fait bricolage. Ouais, non, c'est carrément bricolage, ouais. Là, c'est grosse bricole. Ouais. Et de l'autre côté, c'est science-fiction. Non, alors c'est vrai qu'on n'est pas comme dans un labo de biologie où tout est super propre. Là, c'est vraiment le côté bidouille. Ouais, non, ça c'est sûr. Et alors, on voit des moules, des puces, des moules, de tout. Et non, mais en même temps, quand vous dites bricole, on y est là. On a une scie, des tournevis. Oui, on a un petit coin vrai bricolage. Bah oui, on perce, hein. On perce nos puces, on perce du plastique. Non, on est... oui, on a des outils Facom. Non, on est des vrais bricolos. Stéphanie Descroix est peut-être une bricolo, mais une bricolo de génie, puisqu'elle est aussi présidente du comité Tech Transfert qui aide à transférer les technologies de laboratoire à la société. Stéphanie Descroix aime voir comment un prototype de labo devient une machine que d'autres vont pouvoir utiliser. C'est une autre dimension de la recherche, faire en sorte que les découvertes soient utiles et partagées avec d'autres. C'est dans ce cadre que Stéphanie Descroix a participé à la création de la start-up Innorevia. En 2016, on a créé cette start-up qui fait des gouttes. Donc vous savez faire de la vinaigrette, vous, moi aussi. Bon, moyennement pour moi, mais quand vous faites de la vinaigrette, vous créez des gouttes de vinaigre dans de l'huile. Ouais. Vous voyez, vous faites une émulsion, on appelle ça. Mais vous les faites bof. Vos gouttes, c'est-à-dire qu'il y en a des petites, il y en a des grosses. Quand on utilise la microfluidique, on est capable de faire des gouttes hyper contrôlées. Vous pouvez faire des gouttes exactement de la taille que vous voulez, et vous pouvez même contrôler ce que contiennent chacune de ces gouttes. Et en fait, ce qui est trop marrant quand vous faites ça, c'est que chaque goutte joue le rôle d'un micro-réservoir. C'est-à-dire que vous avez les tubes, vous voyez, quand vous avez la vision du scientifique, vous voyez un tube à essai. Vous voyez, dans lequel vous faites des trucs. Bah là, imaginez que vous avez des millions de tubes à essai, sauf que c'est des petites gouttes d'eau entourées de l'huile. Et les petites, c'est tout petit. Ça peut être du nanolitre, 10-9 litres. Tout petit, tout petit, tout petit.
Stéphanie Descroix est une chercheuse dans l'âme, émerveillée par la complexité du vivant, imaginative et créative. Pourtant, dans sa jeunesse, elle n'imaginait pas qu'elle deviendrait un jour directrice de recherche CNRS à la tête d'une équipe spécialisée en microfluidique de l'unité physique des cellules et cancers à l'Institut Curie. Bon, alors d'abord, faut tuer le mythe. J'étais pas une étudiante très brillante. En fait, j'étais très bonne jusqu'à 16 ans et après, j'ai été très très ado et j'étais très très nulle à l'école. Donc déjà, ça c'est un peu une réalité. On n'est pas obligatoirement normalien pour faire de la recherche. C'est quand même assez rassurant. J'ai fait la fac de Créteil, donc je n'ai pas fait ni une grande école, ni une grande université, mais qui était très chouette. Et je crois pas que je voulais faire de la recherche depuis le début. Je crois que j'ai toujours été curieuse et que j'ai toujours aimé comprendre comment marchaient les choses. Ça c'est vrai, depuis petite. Mais j'étais pas... voilà, je pense que j'étais vraiment une jeune qui avait plein d'autres préoccupations plutôt que l'école à un moment de ma vie. Donc je crois pas que j'étais une étudiante très brillante. Donc j'avais pas obligatoirement... Personne ne projetait ça sur moi non plus. Mais c'est en faisant des stages. Mon premier stage, je me suis dit... Et pourtant c'était un stage de technicien. C'est-à-dire que c'était faire. C'était faire. Et ça, c'était tellement génial. Et là, je me suis dit oui. Mais c'est ça la recherche. Donc c'est du plaisir, c'est de faire... C'est le résultat ou non? Le résultat, il est rarement ce que vous escomptiez. C'est de l'adaptabilité, je pense. C'est-à-dire que... Et des fois, même, vous êtes déçus parce que le résultat, il montre le contraire de ce que vous auriez aimé montrer. Mais c'est un résultat, c'est faire progresser la connaissance d'une façon ou d'une autre. Et souvent, un résultat est qu'une étape intermédiaire. Des fois, on clôture des projets, ça c'est vrai, et je pense que c'est important de savoir les arrêter. Mais dans la vie d'un projet, et la vie d'un projet, c'est 10, c'est 15 ans, hein, c'est pas 3 semaines, il y a toujours des moments d'aiguillage où vous dites « Ah oui, on va trouver ça », et en fait, vous trouvez pas du tout ça, mais « Ah, mais génial », parce qu'en fait, après, une fois la déception passée, vous pouvez rebondir et aller poser d'autres questions. On n'est pas très unidirectionnel, linéaire, on est dans des choses quand même qui sont avec plein de branchements, et il y a toujours à naviguer à travers ces questionnements et être suffisamment ouvert pour pouvoir choper une information pour passer à autre chose. Et ça, c'est particulier. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup d'échecs. Hein. Ça je pense que... Moi, je dis, mes jeunes, après, ils peuvent faire n'importe quel travail. Ils sont formés à analyser, réfléchir, trouver des solutions, rebondir, interagir avec plein de gens. Et avec beaucoup d'échecs. 90% de ce qu'on fait, enfin, peut-être pas 90, je devrais pas dire ça, mais on a des échecs. On va partir de la base, sur nos demandes de financement. Donc, bon, après, je pense que plus vous en faites, plus vous vous en moquez. Moi, j'avoue, là-dessus, je suis assez tranquille. Puis bon, en fait, ça se passe bien, donc je suis assez tranquille, mais on a des échecs sur nos publications scientifiques, où on veut les mettre dans un journal absolument génial, et qu'en fait, bon, on est dans un bon journal à la fin, mais on est quand même content. On a beaucoup d'échecs de nos manips. C'est-à-dire que vos manips, bah, ça se passe jamais, enfin, pas jamais, mais ça se passe vraiment pas toujours comme vous le voulez. Vous avez plein de choses que vous ne comprenez pas. Vous vous faites parfois doubler par des concurrents. L'échec est vraiment une caractéristique inhérente au métier de chercheur, mais à la fois, moi je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on apprend aussi beaucoup de ça. Je suis parfois très inquiète même pour les jeunes qui arrivent au labo, qui ont toujours fait des études incroyables, qui n'ont jamais rien raté. On ne fait pas des travaux pratiques où tout va marcher ici. Ici, il y a une vraie part d'incertitude, il y a une vraie part de complexité qu'il faut accepter, qu'il faut admettre, et qui nous permettent, à mon avis, d'être plus ouverts et de rebondir parfois un peu mieux aussi. Et moi, je vais rebondir sur le mot complexité. Est-ce que vous pensez que cette complexité, elle est importante et que c'est important de parler des sciences, comme vous en parlez d'ailleurs? On parlera de la vulgarisation aussi, mais que c'est important de parler des sciences pour parler de cette complexité et de l'importance de la complexité aujourd'hui, dans nos discours, dans notre manière de penser, dans nos vies. Oui, moi je crois que je suis un peu inquiète. J'écoute beaucoup la radio, je lis pas mal. Je crois qu'on a envie d'aller vite, qu'on a envie de croire qu'on comprend vite, qu'on se satisfait beaucoup de jugements à l'emporte-pièce, et que... En tout cas, je pense que ce qu'on touche avec la science, c'est que la complexité des choses ne peut pas passer par ces réponses à l'emporte-pièce. Et modestement, parce que c'est pas mon savoir-faire, c'est pas mon expertise, je pense que la complexité de notre société et de nos fonctionnements est de cette échelle-là. Et que dans la démarche scientifique, on accepte la complexité, on accepte la nuance,
on accepte l'échec et on accepte le doute. Et je crains que ces valeurs-là disparaissent un peu de notre mode de fonctionnement collectif, je veux dire, et moi la première, je veux dire, on est citoyen, on n'est pas juste en train de regarder ce que font les autres à notre place, mais je crois que le Covid, par exemple, était un exemple de ça qu'on a un peu raté, c'est-à-dire qu'on aurait pu se saisir de cette complexité et dire, on a vu la science en train de se faire, on a vu que c'est difficile, on a vu qu'il y a des contradictions, on a vu qu'il y a des gens qui se trompent, avec plus ou moins de bonne foi, on a vu qu'on n'arrive pas, parfois. C'est pas grave, c'est le monde tel qu'il est, c'est la vie telle qu'on expérimente. Et dire, oui, alors ça marche, mais avec ce pourcentage d'erreurs. La science, ça n'est jamais une valeur absolue. On a tous, quand moi je vous donne un résultat scientifique, comme vous voyez sur mon écran, il y a une barre d'erreur. Et il y a des statistiques pour me dire, oui, c'est juste à tant de pourcentage près. Toujours. Ça, c'est tellement important. Ouais. C'est ce avec quoi nous, on vit au quotidien. Et je pense qu'on gagnerait à l'instiller. Et la démarche scientifique, elle se nourrit de cette complexité, elle embrasse cette complexité, elle embrasse ce doute, ce risque. Voilà, je pense qu'on gagnerait vraiment à la décliner d'autres façons. Et je sais que c'est aussi un questionnement qu'on a aujourd'hui. Moi, je ne crois pas qu'on soit très bon à tout, mais c'est vrai que dans le monde politique aujourd'hui, la science soit... Voilà, oui, on a une ministre de la Recherche qui est quand même une scientifique, mais on pourrait avoir des députés qui soient scientifiques. On en a quelques-uns qui viennent nous visiter de temps en temps, mais c'est tellement rare. Oui, comme si vous étiez un peu à côté, toujours un peu en marge. On se ressemble, vous et moi, quand on se voit. Dans ma vie, je viens d'une banlieue parisienne, avec des parents qui vivaient très bien, il n'y a pas de souci. J'ai des potes de partout, j'ai des potes artistes, j'ai des potes éducateurs spécialisés, j'ai des potes scientifiques, profs, ouvriers. On est comme tout le monde. Moi, la vision du chercheur dans sa tour d'argent avec ses cheveux hirsutes blancs. Einstein, il était super mignon, c'est super sympa d'avoir toutes les affiches d'Einstein, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Là, nous, on est des gens, on est des citoyens, on est des parents, on est investis dans nos métiers, on a envie que ça bouge, quoi. Mais on est comme tout le monde. Faut arrêter. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité aussi des scientifiques. Honnêtement, je pense que c'est bidirectionnel, parce que c'est facile de dire on n'est pas comme tout le monde et donc on s'extrait de la société. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on est très ancré dans ça et qu'il faut que ça continue plus. Je vous écoute parler là depuis le début et vous avez un véritable talent de vulgarisation. Et vous pensez que c'est important de transmettre et de vulgariser comme vous le faites? Parce que vous le faites vraiment magnifiquement. Vous pensez que c'est important de parler de spaghetti boulettes, d'expliquer la microfluidique comme ça, enfin? Oui, parce que justement, c'est nous sortir de cette tour d'ivoire. Je pense que c'est important dans les deux sens, parce que vulgariser, c'est rendre accessible, c'est partager. C'est-à-dire que l'autre en face peut concevoir que lui-même peut faire ça. Et je crois que tout le monde peut faire ça. Je crois que ces études sont longues, mais c'est que 1 an, plus 1 an, plus 1 an, plus 1 an. Moi, je fais parfois des choses dans des lycées, ou avec les donateurs, où là, c'est pareil, de la super vulgarisation. Dans les lycées, je trouve ça incroyable. Les gamins, ils sont incroyables. Et je le fais sciemment en disant, je ne veux pas aller dans Paris intramuros, je veux aller un petit peu plus loin. J'en ai fait un, là, à Livry-Gargan, j'en avais fait un à Torcy la dernière fois. Et alors, moi, je leur fais mon topo, blabla, chercheur, la recherche, blabla, les études. Ils veulent savoir un peu. Puis c'est pas mal, parce que pour le coup, le fait d'avoir aussi fait une fac de banlieue fait que quand ces gamins-là me voient, je pense qu'ils se représentent un peu plus, que tout est possible pour eux aussi. Et à la fin de ce truc-là, je leur dis, bon, maintenant, on arrête, c'est plus moi qui parle, c'est vous. Vous avez 45 minutes, vous êtes ministre de la Recherche, et c'est à vous de me dire sur quoi je dois travailler dans les 10 prochaines années. Vous vous mettez par groupe de 5, et franchement, ils sont incroyables, ces moments. Ils sont incroyables. Ils ont tous des idées. Alors, avec leur style, bon, mais moi, j'avoue, c'est un style que j'adore, ce côté très énergique, pas trop dans les codes, mais quand même ancré intellectuellement. Et ces gamins-là, ils ont tellement à offrir. Et si on n'est que dans la science en disant je suis monsieur, madame, de machin, personne ne comprend ce que je dis quand je parle, parce que de toute façon, je suis un scientifique, je n'ai pas besoin de parler avec le grand public. Mais à qui on va donner envie? À qui on va donner envie? À personne. Les gamins, il faut qu'ils se disent, mais elle s'éclate dans son job, ça a l'air trop cool ce qu'elle fait. J'ai envie d'aller faire un stage dans son labo, ça a l'air trop marrant.
Et puis en fait, elle était un peu pourrie à l'école, elle aussi. Donc bon, à la fin, je finis toujours par leur dire, par contre, les gars, il n'y a pas de mystère. Moi, je peux vous dire, je regrette de ne pas avoir assez travaillé aujourd'hui. Je sais tout ce qui me manque intellectuellement, tous les outils intellectuels que j'aimerais avoir, que je n'ai pas, parce qu'à un moment, je trouvais que ça plus cool de sortir avec mes potes que d'aller bosser. Je le regrette, c'est comme ça. Moi, je refais pas ma vie. Par contre, vous, là, faut bosser, il n'y a pas à photo. Faut taffer. C'est le seul truc dont je suis sûre. L'effort, c'est important. Maintenant, adulte, je l'expérimente. Donc il y a ça, je pense qu'il y a le donner envie. Et il y a aussi un truc de... on leur doit ça. Moi, je suis fonctionnaire d'État. Je touche des financements de l'État, je touche des financements de donateurs. Je suis obligée de ça. La science que je fais les concerne, les questions scientifiques que je pose peuvent concerner les gens. Je pense que... Alors moi, je veux pas passer ma vie à faire ça, parce que sinon je fais pas de recherche, ça n'a pas de sens non plus. Mais s'il y a des occasions de le faire, alors bien sûr qu'il faut le faire. Je suis convaincue. Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, nous ferons la connaissance de Franck Pérez. Franck Pérez est directeur de recherche au CNRS et directeur de l'unité Biologie cellulaire et cancer à l'Institut Curie. Il sera question de trafic cellulaire et de rock'n'roll. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Alice Torrens, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian et Camille Juseau.